Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin explore le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. L'écosystème de la filière vitivinicole se pose encore des questions quant à s'embarquer dans cette démarche. Alors je vous emmène à la rencontre d'acteurs du changement en lien avec la RSE. J'aborde en toute transparence avec mes invités les origines du changement, les actions concrètes, l'innovation et les résultats mesurables de la démarche RSE qu'ils appliquent. Quelles motivations ont guidé la transition des entreprises vers des pratiques plus durables, philanthropiques, réglementaires? Sur quels piliers repose leur politique RSE? Des initiatives concrètes aux technologies innovantes, en passant par des résultats tangibles, découvrons ensemble les leviers de performance pour une viticulture plus responsable et durable. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, fondatrice du podcast Si Dionysos était une femme et de la société de conseil Bleu Charon. Sa raison d'être, simplifier la transformation vers un business plus propre, plus juste. Belle écoute. Heureuse de te recevoir dans ce podcast, ce nouvel épisode consacré à la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, j'ai l'honneur d'avoir Carmen Etcheverry, qui est directrice ESG chez Advini. Alors on est dans un grand groupe, Advini, c'est un choix très intéressant pour nous parce qu'on va explorer des sujets qui effectivement peut-être ne sont pas abordés dans des domaines viticoles à petite dimension, des TPE ou petites PME. Néanmoins, c'est grâce à ces grandes entreprises que ces plus petites vont progresser et c'est un échange intéressant à avoir avec toi. Donc merci de m'accueillir au siège, puisqu'on est à Saint-Félix. Ouais. D'abord, est-ce que tu peux présenter effectivement ta fonction ? Alors, donc, mon titre officiel, c'est directrice durabilité, qualité et communication. J'ai commencé à rentrer dans l'entreprise en passant par le développement durable. Et puis, on a trouvé ça pertinent au fur et à mesure que les sujets sont montés dans la hiérarchie des priorités, de regrouper ce pôle un peu complet en mettant justement la qualité, puisque la qualité, c'est l'amélioration continue, c'est la volonté de dépassement de ce qu'on sait faire, et en mettant le pôle communication, puisque l'angle essentiel de communication de l'entreprise porte sur ses engagements. Donc c'était cohérent que je reprenne tout ça donc à travers un grand pôle ESG sur du faire mieux, faire et faire mieux, sur de s'améliorer en continu et sur le faire savoir. Donc moi je bosse au niveau de la holding et je suis en charge de tous ces sujets pour l'ensemble des sociétés du groupe. Donc je suis là pour secouer un petit peu tout le monde et mettre des coups de pied aux fesses pour qu'on aille dans le bon sens. Alors on va rapidement expliquer Advini, si tu peux en quelques mots. Alors en 3 mots, Advini c'est une entreprise familiale, puisque donc Advini c'est issu de Jean-Jean qui est présent au cœur du Languedoc depuis 1872. Donc on a fêté nos 150 ans il y a 2 ans, donc une entreprise historique, mais qui est cotée en bourse. Donc il y a un peu ce pied dans la tradition et ce pied dans la modernité. Advini, c'est une entreprise qui est producteur et négociant en vin, ancré dans son terroir. On a à peu près 2000 hectares de vignes en France et en Afrique du Sud. Et on fait du négoce dans tous les bassins dans lesquels on est implanté, donc dans le Bordelais, dans le Roussillon, dans le Languedoc, dans les Côtes-du-Rhône, en Provence, en Bourgogne et dans la région de Stellenbosch-Guignard. Et depuis peu, du coup, à travers des partenariats en Espagne, dans la région du Riel-Requena et en Italie. D'accord. Dans la zone de Valpolicella. On a une expertise sur toute la supply chain, c'est-à-dire qu'on on a une société de transport, on a une imprimerie-capsulerie et on a des sites de conditionnement où on s'engage justement sur cette expertise dans la qualité, dans la traçabilité et dans la réponse aux attentes de nos consommateurs. On a une force marketing et une force de distribution. Donc on a des collègues partout dans le monde qui sont là pour vendre nos vins, puisque de la même façon qu'on ne produit pas du vin en suivant les mêmes règles dans le Bordelais ou en Provence, on ne vend pas du vin de la même façon au Canada ou au Japon. Donc nous, on a des experts sur place de leur marché qui font jouer l'intelligence culturelle pour pouvoir faire rayonner nos vins. Et puis c'est une entreprise engagée, puisque donc moi j'ai pas inventé grand chose, je me suis inscrite dans une tradition, puisque mon service développement durable, existe depuis 2003 au sein de l'entreprise. Donc on a déjà 20 ans d'engagement derrière nous, et donc à l'époque on n'appelait pas ça encore des politiques ESG, mais 20 ans d'engagement. La toute première politique RSE du groupe, elle s'appelait J2D2, c'était pour Jean-Jean développement durable. C'était en pleine époque de la sortie de Star Wars, donc mes collègues avaient trouvé ça sympa. En tout cas c'était impactant et on s'en souvient 20 ans après, donc c'est que ça a marché. Donc ça veut dire qu'Advini a créé son propre écosystème
Tout à fait. pour répondre justement en lien avec ce que tu disais, donc le développement durable d'une part, et puis la réponse aux consommateurs et autres. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de la RSE. Pour toi déjà, quelle définition tu donnerais à la RSE? Alors la RSE, c'est vraiment l'idée qu'en tant qu'entreprise, on a des impacts sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent et ceux qui nous entourent, et qu'à ce titre, on a vis-à-vis de toutes ces parties prenantes des responsabilités. Et que ces responsabilités, il faut qu'on les assume, sinon notre business ne peut pas être pérenne. Il faut qu'on les assume et il faut qu'on réussisse à minimiser les externalités qui sont négatives et au contraire à maximiser les externalités qui sont positives. Si on n'intègre pas ça dans la façon de concevoir notre modèle d'affaires, on ne peut pas avoir un modèle d'affaires pérenne. C'est juste ça, avoir conscience de ce qui nous entoure et réussir à agir dans le bon sens pour ce qui nous entoure. D'accord, ça c'est la définition de Carmen. Et chez Advini, qu'est-ce qui a déclenché l'adoption de ces pratiques-là à l'origine? Alors il y a, je pense, dans l'ADN de la boîte, dans quelque chose de très familial. Je pense que le côté prendre soin fait un peu partie de la culture de l'entreprise. C'est venu initialement beaucoup du terrain des pratiques agricoles. Puisqu'au tout début, les missions de mon service étaient beaucoup autour de l'accompagnement de la transition vers le bio des propriétés. Et puis en creusant un peu et en mettant des ressources techniques, des ressources humaines autour de tout ça, on s'est aperçu que une fois qu'on était allé au bout du bio, déjà on n'avait pas fait tout le bout du chemin, et puis qu'en plus ça soulevait tout un tas de questions sur les interactions qu'on pouvait avoir avec d'autres acteurs, sur la façon qu'on avait de conduire le changement, ça a soulevé tout un tas de questions, et donc les politiques RSE se sont enrichies petit à petit, ont dézoomé un petit peu de la perspective purement environnementale pour avoir une vraie dimension sociale et sociétale. Et puis là, donc, on a réussi à structurer quelque chose qui a vraiment une vision un peu 360. Donc ça a été ma mission, je suis arrivée dans l'entreprise en 2019. Mon premier gros chantier, ça a été de faire un inventaire de toutes les bonnes pratiques en matière de développement durable, de toutes les sociétés du groupe. Alors déjà, on s'est aperçu qu'on faisait beaucoup plus de choses que ce qu'on en savait, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites parce que ça paraissait être du bon sens pour les uns ou pour les autres, mais qui en fait étaient des actions assez exemplaires et surtout qu'on aurait gagné à essaimer, qu'on a gagné à essaimer depuis. Et donc on est vraiment parti de ce diagnostic un peu terrain pour venir enrichir la vision. On a organisé un petit peu tout ça, on l'a repriorisé et on a construit une politique qui maintenant est structurée autour de 3 grands piliers. Donc la durabilité bien sûr, mais aussi l'ancrage dans nos régions qui est vraiment un marqueur fort de notre politique RSE. Et on a eu tout un chantier autour de la définition d'une raison d'être et de l'engagement de la gouvernance de l'entreprise pour porter cette raison d'être. Point de vue gouvernance, comment aujourd'hui, un grand groupe comme ça a créé sa gouvernance et ses parties prenantes, comment elle les a identifiées? Alors donc, Advini est une société cotée depuis 1994. Et à ce titre, on a des obligations de reporting RSE, donc de reporting extra-financier, puisqu'on doit chaque année publier une déclaration de performance extra-financière. D'accord. Et c'est un exercice qu'on a décidé de ne pas prendre comme une contrainte administrative subie, mais comme une opportunité d'avoir un document audité par des tiers, parce que ça c'est une obligation, sur lequel on peut rendre compte de tout ce qu'on a mis en place. D'accord, donc vous en servez comme levier stratégique plutôt? Alors, disons que l'exercice d'identification des risques et la réalisation d'une matrice de matérialité, l'identification de nos parties prenantes, a été impulsé par justement cette obligation réglementaire de déclaration de performance extra-financière. Et justement, ça nous permet maintenant, puisque ça fait donc sous le format actuel, on est tenu à ce reporting depuis 2018. Donc ça a été un peu l'occasion de relancer une réflexion, de réactualiser une réflexion, de faire un pas de côté sur ce qui était déjà mis en place et d'être sûr qu'on ne soit pas passé à côté d'un gros chantier ou qu'on n'ait pas de gros trous dans la raquette. Donc c'est ce qu'on appelle la CSRD? Alors c'est l'ancêtre de la CSRD. Okay. La CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est donc le texte qui est l'évolution de cette déclaration de performance extra-financière qui va entrer en vigueur donc avec un timing un peu différent en fonction des tailles des entreprises. Pour Advini, ce sera à partir du 1er janvier 2026. Donc sur le reporting de 2025, on sera tenu de suivre ce nouveau modèle et ce nouveau format. Ce qui est intéressant dans cette CSRD, en termes de révolution culturelle, c'est que historiquement, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait analyser nos risques, on devait mettre en place des politiques pour pallier ces risques et on devait avoir des indicateurs de suivi de ces politiques. Mais chaque entreprise faisait sa propre analyse et avait les indicateurs qu'elle voulait. Et les auditeurs venaient contrôler que ce qu'on écrive dans nos rapports soit conforme à la réalité.
Je prends un exemple qui est un peu caricatural, mais globalement, si on se dit, ok, on est dans la filière vin, avec une grosse implantation sur le pourtour méditerranéen, on a un enjeu autour de l'eau. Très bien. Cet enjeu autour de l'eau, je pourrais dire, ben voilà, on a mis en place une politique de diminution de consommation d'eau, et donc notre action forte, c'est d'installer des mousseurs dans les lavabos des toilettes. On s'aperçoit que clairement la réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Et si donc je suis le pourcentage de mes toilettes qui sont équipées de mousseurs, donc j'ai un objectif 2030 à 100% de robinets équipés, j'ai des auditeurs qui viennent, qui vont me demander mes factures de mousseurs, qui vont venir voir que les mousseurs sont bien en place et vont dire ben voilà, vos 100% de mousseurs, félicitations, sont en place. Même si le gros de nos consommations se fait dans l'irrigation des vignobles et sur l'hygiène de nos lignes de conditionnement, bien sûr. Là, ce qui se passe avec la CSRD, c'est que, ok, on ne va plus laisser les entreprises reporter sur ce qu'elles veulent. On va identifier une certaine liste d'items sur lesquels il est important de faire du reporting. C'est ce qu'on appelle les ESRS, donc c'est des standards de reporting environnementaux. Donc il y en a un qui va concerner le climat, un qui va concerner l'eau, un qui va concerner la biodiversité. Donc on a 6 sujets sur les enjeux environnementaux, 3 sur les enjeux de gouvernance, 5 sur les enjeux sociaux. Et sur chacun de ces items-là, on devra tous reporter de la même façon sur l'ensemble du périmètre. C'est-à-dire que j'aurai là, par exemple, pour reprendre mon exemple, une donnée consolidée eau qu'il faudra que je reporte, et ce sera toutes mes consommations d'eau, quels que soient mes usages, sur tous mes sites. D'accord, donc ça, c'est pour quel que soit le secteur d'activité des entreprises. Tout à fait, ça ce sera le socle commun. Donc on devra tous reporter là-dessus. Et l'idée à terme, c'est qu'on est en train d'installer des normes qui vont se rapprocher des normes comptables. C'est-à-dire qu'on va devoir tous apprendre à reporter de la même façon, de façon à être comparables. Et ça, donc, ça va rester européen ou français d'abord? Alors, européen ensuite? Européen. Alors pour le moment, ces règles-là sont conçues et s'appliquent au niveau européen. Donc ça concerne toutes les entreprises européennes et toutes les filiales de groupes internationaux implantés en Europe. Je crois que c'est de plus de 10 000 collaborateurs. Plutôt des grosses quand même. Ce qu'a essayé de faire l'Europe pour éviter justement des distorsions de concurrence, puisque là on demande quand même beaucoup de transparence aux entreprises, donc il va peut-être y avoir des enjeux de rupture de secret des affaires, de distorsion de concurrence, parce que toutes les entreprises européennes vont devenir des livres ouverts pour l'ensemble de leurs concurrents à l'échelle internationale. Donc l'Europe a essayé de faire en sorte que ces standards s'appliquent partout dans le monde. D'accord, parce qu'en fait, pardon, je te coupe, mais ça veut dire que ça va être ouvert au grand public. C'est pas quelque chose qui est uniquement destiné à des auditeurs. La déclaration de performance extra-financière, donc celle qu'on a à date, et demain le rapport de durabilité, donc issu de la CSRD, sont des documents qu'on a obligation de rendre publics. Actuellement, ils sont téléchargeables sur tous les sites des grosses entreprises, donc dans leur version d'avant. Et demain, il y aura une obligation de publication de ces rapports à tout le monde. Donc n'importe qui, particulier, peut demander à aller consulter le rapport de durabilité. Normalement, il est tenu d'être téléchargeable en ligne et même sur les 5 précédentes éditions. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir retrouver aussi les 5 rapports de durabilité des 5 années écoulées. D'accord. L'Europe est partie d'un postulat dans la réalisation de ce rapport de durabilité, ce qu'on appelle la double matérialité. La double matérialité, c'est intéressant parce que c'est considérer l'impact qu'un élément peut avoir sur l'entreprise, mais aussi l'impact que l'entreprise peut avoir sur cet élément. Je reprends mon exemple de l'eau. Dans les déclarations de performance extra-financière telles qu'elles existent aujourd'hui, en gros, je dois faire une analyse de risque et donc je dis, ok, la disponibilité de la ressource en eau, c'est un sujet pour mon business. C'est-à-dire que si j'ai plus d'eau demain, je peux plus laver mes lignes de conditionnement, donc je peux plus mettre de vin dans une bouteille, je peux plus irriguer mes vignes, j'ai plus d'eau pour faire mes préparations de produits phytosanitaires, enfin voilà. Donc je ne peux plus travailler globalement. Donc c'est l'ensemble de ma production, l'ensemble de mon activité qui est à risque. Ce que dit cette nouvelle réglementation, c'est qu'il faut aussi concevoir l'effet inverse. Quel est l'impact de mon entreprise sur l'eau? Ah oui, alors ok, je travaille en effet avec des produits phyto ou avec des eaux de lavage de cuves qui sont chargées en matière organique. Donc ça, potentiellement, c'est des polluants. Comment je gère ces polluants-là pour pas dégrader la qualité de ma ressource en eau? Ça peut être aussi, de l'eau, j'en prélève, j'en consomme. Donc j'ai un impact aussi sur la disponibilité de la ressource, sur la quantité d'eau qu'il y a par exemple dans une rivière. Okay. Quel est le risque si je prélève trop d'eau? Est-ce que je peux mettre à sec la rivière? Et donc d'anticiper ce sujet-là dans les deux sens. Donc ça, c'est la grosse nouveauté dans cette CSRD.
Ce qui semble se dessiner à l'échelle internationale, c'est que cette double matérialité, c'est aller trop loin. C'est que les entreprises à l'échelle internationale ne sont pas encore prêtes à se remettre en question, elles, dans leur modèle d'affaires, sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces différents éléments. Donc on partirait sur une approche plutôt en matérialité simple. C'est-à-dire juste considérer déjà les risques qui pèsent sur l'entreprise en lien avec tous ces enjeux extra-financiers. C'est dommage. L'Europe a tenu bon et la double matérialité est restée ancrée dans les textes. Mais a priori, ce n'est pas ces standards-là qui vont s'internationaliser. C'est plutôt des standards qui sont en train d'être travaillés par d'autres organisations qui sont plutôt basées aux États-Unis, sous l'impulsion d'un Français d'ailleurs, puisque c'est Emmanuel Faber qui a la manœuvre derrière ces nouveaux standards ISSB. Qui est Emmanuel Faber ? L'ancien PDG de Danone. D'accord. Qui a été assez engagé sur les sujets des raisons d'être des sociétés à mission et sur le fait de placer le temps long à un niveau de priorité un peu plus important dans la gestion et le pilotage des entreprises. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une fibre assez engagée sur ce sujet-là et qui est en train plutôt de promouvoir l'approche de matérialité simple. Le gros avantage que j'y vois, c'est quand même que du coup, l'Europe, en étant allée très très loin, joue un peu le rôle de l'épouvantail. Et donc on voit des pays qui ne sont pas toujours enclins à s'imposer des normes environnementales ou sociales, qui disent, finalement, la solution intermédiaire en matérialité simple, elle n'est pas si mal, on va se saisir de celle-là. Donc même si on a encore des règles qui sont en train de se mettre en place un peu à deux vitesses, le fait que nous on soit dans une dynamique à aller un petit peu loin devant et à demander beaucoup plus de reporting aux entreprises, je pense que c'est positif. Et en plus de ça, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement salutaire pour les entreprises, parce que faire ce pas de côté, se questionner sur le temps long, se questionner sur l'impact qu'on a sur des ressources qui sont primordiales pour notre activité, je pense que c'est vraiment une solution pour pérenniser nos modèles d'affaires. Alors effectivement, c'est un modèle très intéressant. Néanmoins, on peut comprendre que ça paraît quand même un engagement, une ressource. Il faut des moyens, il faut du temps, il faut les bonnes personnes. Et tout ça, aux petites entreprises, petites PME, c'est compliqué à accepter, et tout au moins à trouver le temps et l'énergie et les finances pour ça. Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'avoir tout un service derrière moi. Donc sur la partie à proprement parler développement durable, j'ai 2 personnes qui bossent avec moi et qui m'accompagnent. On travaille aussi beaucoup avec la qualité du groupe, sur le suivi des indicateurs, l'implémentation de ces programmes d'amélioration continue. Et puis on a dans chacune de nos sociétés des relais qui pilotent ces différents sujets. Tous les chantiers autour de la performance énergétique des sites industriels, par exemple, c'est piloté en direct par nos directions opérations. Donc on mobilise énormément. Donc nous, on est quelques-uns à assurer le pilotage et la coordination au niveau du groupe, mais on a réussi à mobiliser et à entraîner avec nous les bonnes personnes dans l'ensemble des sociétés. Et au final, la conception du plan, ça relève un peu de la stratégie d'entreprise, et ça peut être géré par les dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver les sujets qui ont du sens pour chacune des personnes dans chacune des équipes, et réussir à trouver les projets qu'ils ont envie de déployer, qui les mettent en mouvement. Et à partir de là, ça se fait tout seul. Porter une politique RSE, porter des chantiers de transformation seul depuis un bureau, qu'on soit à la qualité, au développement durable ou dans un vrai pôle RSE, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas avancer. Et dans tous les cas, c'est des projets qui ne nous survivront pas. Et je l'ai vu beaucoup, que ce soit dans le secteur Viti ou dans d'autres secteurs d'activité, des gens qui arrivaient vraiment plein de bonnes intentions, qui mettaient en place des trucs super, mais qui n'ont pas réussi à embarquer suffisamment autour d'eux, donc qui se sont épuisés, et qui, du coup, n'ont pas réussi vraiment à transformer l'entreprise. Là, ce qui a été intéressant, parce que moi j'ai commencé en bossant avec les vignobles, puisque c'était mon poste quand je suis rentrée, j'étais chargée de transition agroécologique des propriétés. Il y en a combien de propriétés suivies on a 32 domaines et châteaux à nous en propre, sur à peu près 2000 hectares. Ok. Et on a commencé justement avec le grand inventaire là, à identifier des sujets qui mobilisaient les uns et les autres. Et j'ai des collègues techniciens qui sont passionnés d'entomologie ou d'ornithologie, donc qui ont déjà une fibre d'observation et de connaissance de la biodiversité. Et c'est sûr qu'avec eux, ce qu'on a poussé, c'est plutôt des projets d'agroforesterie, de permaculture, de travail sur les infrastructures agroécologiques. À l'inverse, j'ai des collègues qui me disent « t'es mignonne avec tes papillons, mais bon, voilà », et qui sont plutôt technophiles. Eh bien, allons-y, on a développé des projets d'agriculture connectée, de capteurs, de cartographie,
Donc l'innovation est rentrée. Voilà, mais l'innovation, elle peut être de nature très très différente. Ce qu'il faut, c'est réussir à améliorer les pratiques in fine. Et puis, en fait, d'être capable d'identifier ceux qui vont essuyer les plâtres. Parce que quand on déploie de l'innovation, on a souvent, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il y a des choses à ajuster. Et quand on a quelqu'un qui est profondément persuadé, convaincu qu'il faut s'appuyer sur la biodiversité pour faire avancer ses pratiques viticoles, si la première année, il y a 3 pieds qui en crèvent ou si machin, c'est pas grave, ça fait partie des pertes et profits, on continue. Alors qu'à l'inverse, si c'est un projet qui arrive un peu d'en haut, imposé sans qu'on en voit trop le sens et qu'en plus ça marche pas, on est sûr que ça prendra jamais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à force de convaincre de proche en proche, de faire des expérimentations, de trouver des choses qui fonctionnent, on arrive à avancer avec un groupe toujours plus large de direction technique. Et puis là, on se retrouve sur certains sujets à avoir du coup plus que les quelques derniers élèves un peu à la traîne, et il s'aperçoit que, merde, tout le monde l'a fait, mince, ça marche partout, bon, je vais peut-être finir par y aller. Et au final, la première personne qui aurait ri au nez avec ses projets de comptage de papillons, se retrouve à dire, bon ok, si vous m'aidez à monter les dossiers de financement, moi aussi j'ai envie de mettre des haies sur ma propriété. Donc voilà, on arrive, quelle que soit la taille, à trouver, en fait, il faut vraiment trouver l'angle qui mobilise et les choses qui font sens dans les métiers des uns et des autres. C'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, Advinis, c'est à peu près 900 collaborateurs. 950. Oui. 950. Pour tous, effectivement, les embarquer, c'est pas évident. Dans, aujourd'hui, la mesure de la sensibilisation, est-ce que tu as une notion du pourcentage de ceux qui se sentent vraiment impliqués dans la RSE ? Pas encore, mais ça fait partie de mes projets. Ouais. Donc justement, il y avait dans la stratégie ESG, là, sur les projets 2024, il y a la mise en place d'un baromètre ESG collaborateur, pour voir où on en est dans l'appropriation des sujets, dans le sentiment d'avancer sur ces sujets aussi des équipes, et puis aussi pour faire des boîtes à idées, parce qu'on est en train de commencer à penser à la programmation d'après. Là, on est sur une programmation 2023-2025. Clairement, on a de quoi faire jusqu'à 2025, c'est sûr. Mais on anticipe déjà ce que vont être les grands chantiers 2026-2028. D'accord. Et donc, on va aussi partir de cette base-là, de voir sur quel projet les équipes ont envie d'avancer pour structurer un petit peu tout ça. La définition extra-financier, déjà le mot extra-financier, c'est difficile à comprendre. Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est un jargon qui vient du monde de la finance, justement. Et les financiers, ils ont une drôle de façon assez binaire de voir le monde. Il y a ce qui relève de la finance, donc les choses qui sont sérieuses et quantifiables. Si vous nous écoutez. Ce qui relève de la finance. Moi-même, j'ai une très bonne collègue DAF avec qui je m'entends très bien et avec qui je bosse très bien. Non, mais il y a d'un côté ce qui est financier, donc ce qui est standardisé, quantifiable, traçable et objectif, et tout le reste. Et ce tout le reste, en fait, notre métier, il vient de là. Quand on est vigneron, en fait. Quand on est vigneron, on produit de la valeur à partir d'un terroir, donc d'un écosystème, à partir d'un savoir-faire, à partir des gestes des générations qui nous ont précédés. Et notre modèle d'affaires repose entièrement là-dessus, sur ces choses-là qui sont dites non quantifiables et donc extra-financières. L'idée de tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est que ces données-là font la richesse d'une entreprise. Et dans notre secteur, c'est vraiment palpable assez directement. Et que tout ça, si on ne le compte pas dans le logiciel de l'économie telle qu'elle est construite actuellement, ça n'existe pas. Donc toutes ces réglementations-là visent à réussir à mettre des cadres qui nous permettent d'objectiver un petit peu tout ça. Ça peut être potentiellement un peu lourd, mais c'est central pour qu'on s'aperçoive du niveau de stratégie que représentent ces écosystèmes, ces savoir-faire, cet ancrage dans le business. Un autre élément qui est important, qu'il faut garder en tête sur ces sujets-là, c'est que, au-delà du fait que les entreprises se rendent de plus en plus compte que leur richesse vient de là, l'aval, les clients, les consommateurs, sont eux aussi de plus en plus exigeants. Les consommateurs exigent de la transparence. Alors nous, chez Advini, on vend beaucoup plutôt en B2B, donc plutôt du coup à des clients qui sont eux-mêmes des acteurs de la grande distribution, des acteurs, des cavistes, des restaurateurs. On vend beaucoup à l'export. Chez nous, c'est à peu près 53% des ventes maintenant. À l'export, on a des zones dans lesquelles on a des monopoles d'État dans le vin. Je pense à la SAQ, à LCBO au Canada. Je pense aux pays scandinaves, qui sont en plus des marchés assez matures sur les sujets RSE. Et donc là, on commence à avoir, si vous n'avez pas de politique RSE formalisée, si vous ne suivez pas vos indicateurs, vous n'accédez plus au marché.
Fin d'histoire. Oui. Donc au-delà du fait que c'est de véritables outils pour faire un pas de côté et comprendre un peu mieux ce qui joue sur la pérennité de notre business, au-delà de toute la dimension marque employeur, donner du sens aux collaborateurs, leur donner envie de se lever le matin, leur donner envie de rester dans la boîte, il va y avoir un enjeu sur la pérennité même de notre façon de faire du business, parce qu'actuellement, si on a une bouteille qui fait plus de 420 grammes sur des vins à moins de 25 $ au Canada, on ne peut juste plus accéder au marché. Tout à fait. On a fait une quantification de la part de nos clients qui nous demandent d'avoir des engagements SBTI, donc pour une trajectoire de décarbonation alignée sur les accords de Paris, puisqu'on se posait la question de est-ce qu'on fait certifier notre trajectoire ou pas. On a un tiers de notre marché, de nos différents marchés, qui serait mis en question dans 2 ou 3 ans si on n'a pas le tampon SBTI. D'accord. SBTI, c'est Science Based Target Initiative, c'est international. International. Ouais. Ok. En fait, effectivement, tout ça, ça revient à dire que la RSE, il y avait un aspect très philanthropique à un moment donné, et aujourd'hui, on peut dire que c'est réglementaire et quelque part un remodelage de la façon de faire du business. C'est tout à fait ça. On est en train de changer de perspective. Après, l'approche purement réglementaire, en tout cas, chez nous, la Chadini, c'est jamais ça qui fait vraiment se lever les foules. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est une vraie opportunité pour remettre un peu les choses d'équerre, pour avoir un guide et donc pour éviter tout le greenwashing, parce que là, du coup, on a des normes, on a des sujets un peu solides, crédibles. On est audité et on se met en mouvement là-dessus. Ouais, c'est vrai que le greenwashing, j'aimerais bien en parler aussi avec toi, parce que comment Advini, grand groupe qui a déjà une histoire RSE, peut dire bah ouais non mais moi je fais pas de greenwashing. Le site effectivement est vraiment bien fait parce qu'il y a beaucoup d'informations. Est-ce que parfois on peut te dire oui, ça serait pas du greenwashing là ce que tu fais Comment toi ou tout est bien? Alors, pour le coup, c'est moi qui suis garante de ça. Et je pense que c'est moi dans l'entreprise qui suis la plus chiante avec ça. Non, on a une acculturation. Et c'est des choses que je dis souvent à mes équipes ou aux équipes qui gèrent la communication de nos marques ou de nos maisons. En fait, on fait déjà tellement de choses bien que ça sert à rien d'en rajouter. Et, ça me rappelle une publicité. Et on en discutait tout à l'heure, justement. On n'est pas encore suffisamment mature pour réussir à mettre en lumière ce qu'on ne fait pas encore. Mais j'espère qu'on va y venir. Et ça, pour moi, c'est le meilleur levier anti-greenwashing. Mais on a des données objectives, quantifiées et auditées sur ce qu'on fait. On essaie de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et ça, c'est un deuxième volet qui est le faire savoir. C'est moins intuitif chez nous. En fait, je suis arrivée dans une situation où on ne prenait pas du tout la parole pour Advini. Donc là, on était en 2019. Même moi, j'avais du mal à avoir de la visibilité sur toutes les bonnes pratiques qui étaient en place. Et ça a pris du temps de les compiler, de les mettre bout à bout. Donc ça faisait vraiment pas partie de notre culture que de prendre la parole sur nos engagements. J'ai eu un gros avantage, c'est que du coup, j'ai pas eu à me battre contre une culture du greenwashing, parce qu'en fait, il y avait juste pas de communication, ni en interne ni en externe. La RSE, ça s'est imposé naturellement, ça s'est fait petit à petit, et finalement, quand on pose la question, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ah, vous avez une politique RSE bien établie. C'est un peu ça. Alors, maintenant, on n'est plus sur de la cerise sur le gâteau, parce que ce que je disais, pour l'accès au marché, ça devient une condition sine qua non. Pour de l'accès au marché, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, on a de moins en moins d'entretiens, de recrutement, sur lesquels les gens, jeunes ou moins jeunes, ne demandent pas quelle est la politique RSE du groupe. Okay. Ça devient un élément de différenciation, et dans une période où on a de plus en plus de mal à recruter des gens formés, compétents, ça fait vraiment la différence. Ça donne sens. Ça donne sens pour les recrutements, ça donne sens aux équipes en place, ça donne des conditions d'accès au marché. Enfin, il y a vraiment tout. Au-delà de l'aspect vraiment image de marque et communication et greenwashing potentiel, sur tout le reste. En fait. Alors comment, justement, pour persuader les TPE et les PME à passer à l'action, à sauter le pas, qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver ? Il y a vraiment... Alors, je pense qu'il faut choisir ses combats, et je pense qu'il faut faire des choses qui ont du sens pour nous. Il n'y a rien de pire que... je dis ça parce que je l'ai vécu, j'y ai assisté. Il n'y a rien de pire que le truc un peu hors sol, que personne ne comprend. Genre, j'ai mis une ruche sur le toit. J'ai pas de problème contre les ruches. Il y a des tas d'endroits dans lesquels les ruches, c'est très pertinent. Mais juste, réfléchissez à où sont vraiment vos impacts, comment vous pouvez améliorer vos impacts positifs et diminuer vos impacts négatifs, et mettez en place un chantier, un ou deux chantiers.
Donc ne pas partir sur tous les piliers de front, je pense que c'est un. Ouais. Essayez de faire un diagnostic à 360 pour vraiment comprendre où vous en êtes en termes de niveau de maturité sur chacun des sujets. Ne serait-ce que aussi prendre conscience de tout ce que ça revêt, la RSE, parce qu'il y a quand même plein de sujets sur lesquels vous allez vous rendre compte que attends, mais ça je le fais déjà. Ah, mais ça c'est évident, mais surtout que dans des petites structures, des petites PME, surtout quand on est dans des secteurs viticoles, donc comme je disais, avec ce côté attachement au terroir qui est quand même important, vous allez voir qu'il y a déjà plein de choses qui font partie de votre ADN sans même que vous le sachiez. Les voyants sont ouverts pour beaucoup. Hein. Clairement. Donc déjà, voilà, ce diagnostic-là, c'est aussi une bonne façon de se rassurer. Et puis il y a des tas de choses, vous avez l'impression que, mais ça c'est évident, je ne vais pas en parler. En fait non, ça ne l'est pas tant que ça et ça vaut le coup de le mettre en lumière. Et puis après, identifier 1 ou 2 chantiers sur lesquels, qui ont du sens pour vous, qui ont du sens pour vos équipes. Saisissez-vous de ça et faites en sorte que ça avance. Parce qu'il n'y a rien de pire aussi que de lancer 150 chantiers en parallèle avec des trucs qui finissent un peu en queue de poisson, que personne ne sait trop et dont on ne parle plus au bout de 2 ans. Mais c'est vraiment se concentrer sur 1 ou 2 chantiers, prendre son temps, y aller petit à petit, montrer que ça avance et rendre compte de ce que ça a changé. Et pour ça, parce que beaucoup n'ont pas ou les ressources ou la connaissance RSE, c'est de passer plutôt par des organisations, du conseil, du consulting, ou par des organismes, des syndicats. Tout est possible suivant les ressources à disposition en bande passante chez les dirigeants, en bande passante dans les équipes ou en ressources pour de l'accompagnement externe. Donc bien sûr, le consultant expert de la RSE dans la filière vin qui arrive avec des outils de diagnostic qui vous aident à réfléchir, c'est super, mais ça a quand même un coût. Non, il y a beaucoup de collectifs qui organisent des groupes de travail, des clubs RSE, des lieux de réflexion. Alors, je pense à l'AREA, parce que du coup, ça fait partie des structures qu'il y a dans tous les territoires qui sont déjà bien impliquées sur ces sujets-là. Il y en a dans tous les territoires, mais je sais qu'avec l'AREA Occitanie, nous, on a des groupes de travail, des clubs RSE, on se réunit régulièrement, à chaque fois sur une thématique. Et là, on partage les bonnes pratiques. On se nourrit les uns les autres de ce qui se passe de bien, de machin. Et là, pareil, il y a des toutes petites structures, il y en a des très grosses, et on a tous des leçons à prendre les uns des autres. Donc, identifier ces pôles, ces collectifs, ça peut être porté par des labels. Je sais que nos amis bordelais dans le vin, avec le label Bordeaux Cultivons Demain, ils ont déployé ce même genre de principe-là, mais orienté sur la filière vin spécifiquement, avec des référentiels et des guides. Et donc là, pareil, c'est super pour de l'amélioration continue. Il y a plein de groupes d'échange qui se structurent autour de tout ça. Il y a les grands labels RSE dans la filière. Je pense à Vignerons Engagés, bien sûr. Et je salue toutes les équipes. Mais qui sont justement là pour... venez comme vous êtes. On va réfléchir à partir de là où vous partez, là où vous voulez aller, comment on vous accompagne là-dessus. Donc vraiment, à toutes les échelles, il y a plein de dispositifs. Le fil conducteur un peu de tout ça, c'est le collectif quand même. Le collectif, l'échange, le partage de bonnes pratiques, il est vraiment clé pour réussir à conduire, à se nourrir et à s'améliorer. Après, je crois que pour certains, la difficulté, c'est de comprendre concrètement, parce que oui, on peut comprendre le raisonnement RSE, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si je n'ai pas de service qualité précis, parce que ça reste quand même un volet qualité, ça veut dire qu'il me faut des fichiers Excel pour mettre en place des indicateurs, ou est-ce qu'il y a des indicateurs déjà tout prêts, des tableurs Excel qui existent, qui peuvent être partagés? Ça, je pense que c'est un peu la question. Alors, très opérationnellement, il n'y a pas de... il n'y a pas de bonne réponse à ça, il n'y a pas de bon outil, c'est l'outil, c'est celui qui vous va bien. Moi, à l'échelle d'Advini, je continue à suivre mes chantiers avec des tableurs Excel, et ça marche très bien. Des tableurs Excel que j'ai un peu pimpé, un peu amélioré avec des petits Power BI pour réussir à avoir des tableaux de bord que mes collègues peuvent aller consulter en ligne, mais soit ça reste quand même des tableurs Excel. Il y a des modèles tout faits qui existent dans l'ensemble de ces structures-là qui peuvent être mis à disposition, mais c'est toujours des modèles un peu standards avec des indicateurs un peu standards. Donc, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de balayer l'ensemble des champs d'action et des indicateurs un peu importants. Pour autant, si vous identifiez que vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas envie de vous mobiliser sur tout un tas de sujets, très bien, identifiez vos quelques indicateurs et faites-le dans votre coin et ce sera vraiment très bien. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse à ça. Je pense que c'est vraiment les outils avec lesquels on est à l'aise et la façon de le piloter avec laquelle on est à l'aise. D'accord. Alors, il y a un sujet intéressant, c'est les parties prenantes, parce que Advini, il doit avoir une ribambelle de parties prenantes. Pour les identifier et les impliquer, est-ce que tu as mis en place des moyens spécifiques de communication? Comment, justement, tu arrives à les sensibiliser et à les rendre très actifs et réactifs?
Alors, j'étais assez agréablement surprise de voir qu'en fait, les gens ne sont pas si habitués à ce qu'on leur demande leur avis. Et quand on leur demande, souvent, ils le donnent. Et ça a été beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de comité partie prenante institué, qu'on consulte régulièrement sur du pilotage stratégique. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place. Pour le moment, on a plus été sur des consultations de parties prenantes plus bilatérales et souvent par le truchement d'un sujet un peu spécifique. On a discuté, quand on mettait en place notre politique de décarbonation, on a consulté Veralia, par exemple, qui est un de nos plus gros fournisseurs de verre. Le verre, pour nous, c'est 42% de l'ensemble de notre impact carbone, scope 3, toutes émissions confondues, donc c'est vraiment massif. Donc on a intérêt à avancer avec eux là-dessus. Bien sûr, quand on a discuté carbone, on a profité pour parler un petit peu plus des engagements RSE au sens large, mais l'entrée était par celle-là. Donc, mobiliser des parties prenantes... je vais peut-être reprendre par le début. Les parties prenantes, pour nous, ça a été vraiment tous les acteurs, internes ou externes, qui ont un rôle à jouer dans le succès de notre activité et du coup dans le succès de notre stratégie ESG. Ils sont extrêmement nombreux, donc les parties prenantes internes, pour le coup, on les a bien mobilisées parce qu'on a co-construit tous ensemble la politique ESG, parce qu'on a au sein de la gouvernance, donc on a évoqué le sujet rapidement tout à l'heure, mais on a au sein de notre conseil d'administration un comité ESG, donc c'est les actionnaires directement auxquels je rends compte. Et c'est eux qui surveillent la bonne avancée de mon plan d'action. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, quand ils sont portés par un actionnaire, ils ont plus de poids que quand ils sont portés par tout type de direction de l'interne. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Mais donc voilà, il y a toutes ces parties prenantes internes qui sont déjà mobilisées. Sur l'externe, c'est vraiment très très large. Donc c'est tous nos fournisseurs, quel qu'il soit. Et donc, ça va depuis le petit coopérateur qui livre en double activité des raisins dans une cave coop qui bosse avec nous depuis longtemps, jusqu'à Veralia, donc les gros fournisseurs industriels qui sont 10 fois plus gros que nous. Donc, il y a vraiment toutes les tailles de fournisseurs dans cet entre-deux-là. C'est tous nos clients. Et là, c'est pareil, avec des tailles de structure, des envergures et des historicités de relations qui sont très, très différentes. Mais c'est aussi tous les acteurs de notre filière, de nos territoires et de nos communautés. Donc ça va depuis le maire de Saint-Félix-de-Lodèze, en passant par toutes les interprofessions et les ODG, les chercheurs en agronomie de pointe de l'Institut Agro de Montpellier, des différentes chaires dont on est contributeur, jusqu'au riverain qui est gêné par la lumière qui peut rester allumée quand on bosse dehors la nuit, en passant. Voilà. Donc c'est vraiment le cercle des parties prenantes est extrêmement large. Il y en a certaines qui sont très structurantes et il y en a certaines qui peuvent avoir un pouvoir facilitateur ou un pouvoir de nuisance très important. Donc c'est nos parties prenantes prioritaires. Donc c'est elles qu'il faut qu'on consulte d'abord et le plus régulièrement possible. Il y a des parties prenantes sur lesquelles on a beaucoup d'impact, donc qui, elles, ne sont pas en mesure de nous impacter beaucoup, mais par contre, ce qu'on fait nous peut changer leur vie. Donc celles-là, on les consulte un peu moins souvent, mais pour autant, il faut que leurs intérêts soient pris en considération dans nos processus de prise de décision. Et quand tu les consultes en faisant une matrice de matérialité à chaque fois ? Pas à chaque fois. Ça dépend des sujets. Là, au moment où on va restructurer notre politique ESG, donc pour la nouvelle programmation, j'aimerais qu'on prenne ce temps-là pour aller voir un représentant de chacune de ces parties prenantes et avoir une approche un peu quanti qui nous permettra d'objectiver, de reprioriser de façon un petit peu plus objective, un peu moins quali, un peu plus quanti. Pour le moment, on est plutôt sur du qualitatif. D'accord. Et donc après, il y a les parties prenantes sur lesquelles nous, on a très peu d'impact, mais qui ont beaucoup d'impact sur nous. Donc on a vraiment 3 grandes catégories, et à partir de celles-là, les canaux de communication, les fréquences de communication ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce que, parce que dans tes parties prenantes, tu parlais du petit coopérateur, lui, il n'est pas RSE. Alors, il l'est souvent peut-être plus que des très très gros opérateurs. Mais officiellement, je veux dire. Officiellement, en termes de label ou en termes de formalisation de etc. démarche Oui. Non, assez rarement, oui. Pour Advini, pour toi, ça n'a pas une importance majeure à ce stade? Alors, ça dépend. Non, on ne travaille pas qu'avec des fournisseurs qui ont une démarche particulièrement formalisée ou labellisée. En revanche, il y a un certain nombre de sujets qui vont légalement être de notre responsabilité très bientôt. Je parle de tout ce qui relève du devoir de vigilance, de la CS3D, qui est un autre texte européen, qui pour le moment ne s'applique en France qu'aux très grands groupes, donc nous on n'est pas soumis.
mais c'est tout ce qui relève du respect des droits humains au sens large dans la chaîne de valeur. Donc respect du droit de l'environnement, respect des droits humains, et ça dit qu'en gros, une entreprise peut être tenue pour responsable des atteintes aux droits qui sont commises par des acteurs de sa chaîne de valeur. Donc si par exemple, ce petit viticulteur-là fait de l'esclavage moderne pour ses vendanges, c'est mon problème. C'est mon problème et c'est ma responsabilité. C'est ça que ça dit. C'est que je ne peux pas m'en laver les mains. Je ne peux plus m'en laver les mains. C'est des textes qui font lieu à tout ce qui s'est passé dans l'industrie textile, notamment le Rana Plaza. Donc je ne sais plus, je crois qu'on est en 2014 ou en 2015. Et il y a un immeuble de 15 étages complètement insalubre qui s'effondre avec des centaines et des milliers de personnes qui meurent sous ces décombres. Et dans les décombres, on retrouve des étiquettes de toutes les grandes marques françaises de vêtements. Donc ces grandes marques qui se font interpeller, qui disent « oui, mais c'est de la sous-traitance, moi je ne savais pas. C'est pas mon problème. » Ouais, je comprends. Le petit singe qui voit et qui ne dit rien. Voilà. Donc le sujet, c'est que maintenant, on ne peut plus dire ça. D'accord. On ne peut plus dire ça et on est responsable de ce qui se passe dans notre chaîne de valeur. Ok, donc ça veut dire que tu dois mettre en place un système aussi, toi, de vérification. Tu dois faire la police. Je dois faire la police. Alors, pour le coup, la philosophie de faire la police, c'est pas complètement celle qui me plaît. Non, ça veut dire que par contre, je dois travailler avec mes fournisseurs pour comprendre où sont leurs risques, où sont leurs enjeux et comment je peux les aider à être conforme avec à limiter ces risques-là. Donc, comment je fais en sorte que... Bon, c'est sûr que si je tombe sur un viti esclavagiste, il n'y a quand même pas qui a envie de rester dans cette logique-là. Bon, pour le coup, on lui achètera plus de raisins. Donc, ça peut être une clause de rupture de relations commerciales. Mais par contre, il y a des moments où j'ai pas de conditions. Je ne sais pas comment fournir de l'eau ou de l'ombre à mon équipe de vendange en plein milieu de la saison. Alors là, pour le coup, je peux peut-être t'aider et on va voir comment on peut réfléchir ensemble. Ou j'arrive avec un certain nombre de bonnes pratiques sur les horaires de travail en fonction des conditions climatiques, sur une petite checklist de choses auxquelles penser. Et quand tu bosses pour moi, ça veut dire qu'il faut que tu appliques ces quelques règles-là. Ça fait partie ça peut faire partie du cahier des charges de nos achats. C'est à ça qu'on est en train de réfléchir. D'accord. Oui, ça veut dire en fait c'est des regards croisés, c'est je peux t'aider, te soutenir dans des moments. C'est un peu les fondamentaux de la RSE, on n'est pas vraiment là pour faire de la police, on est plutôt là pour trouver ensemble des solutions. D'accord. Très bien, bon, merci pour cette information. Alors, le bilan carbone, tu as parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué à un moment donné, et je voulais savoir si l'empreinte carbone est calculée régulièrement. Est-ce que vous faites des comparatifs tous les ans ou pas forcément tous les ans? Et surtout, au niveau de cette mesure, cette mesure de l'empreinte carbone, ça c'est une question beaucoup plus générale, mais est-ce qu'on a le même calcul, le même process partout dans le monde? Ou est-ce que vraiment c'est très européen, américain, etc. Alors, sur le bilan carbone, chez Alvini, on s'y est mis assez tard. Notre premier bilan carbone Scope 3, donc avec l'ensemble de nos émissions, tout notre amont, tout notre aval, donc depuis le tracteur qui est mis depuis le fuel qui est mis dans nos tracteurs jusqu'au billet d'avion de notre commercial qui va vendre du vin en Chine. Donc tout ça, y compris du coup les émissions liées au four verrier de nos bouteilles. Ce bilan-là, nous, le premier qu'on a fait, c'est en 2021. Sachant que le début de nos politiques RSE, c'est 2003, pardon. Donc, on a quand même eu presque 20 ans de pratiques d'engagement, d'amélioration de pratiques, avant de faire notre premier bilan. Donc, on est parti avec un bilan carbone assez bas, en fait. Oui. Ce qui n'est pas terrible, parce que toutes les approches autour des stratégies de décarbonation, on a toujours une photographie initiale, et à partir de là, on doit diviser par 2 nos émissions. D'accord, donc là, c'est grand challenge. Donc pour nous, c'est un peu rude. Le fait qu'on s'y soit mis un peu tard, en tout cas avec cette approche-là, ça met la barre encore plus haut. Donc on était parti dans l'idée d'actualiser le bilan carbone tous les 2 ans. Donc là, on vient de faire atterrir le bilan carbone 2023, en Scope 3. Quand je dis qu'on vient de le faire atterrir, c'était hier ou avant-hier là, qu'on a eu les dernières données consolidées, tout ça. Et puis on s'est fait engueuler parce que c'était pas assez fréquent. Donc à partir de maintenant, on va faire un reporting annuel. Donc on va réactualiser notre bilan carbone Scope 3 chaque année. Et on a construit donc une trajectoire de décarbonation alignée avec les accords de Paris. Donc sur la méthodologie SBT, Science Based Target Initiative, qui permet du coup d'attester les trajectoires de décarbonation des entreprises. D'accord. Et là-dessus, pour le calcul, comment tu pars sur des modèles très précis Alors là, sur les méthodologies, il y en a
plusieurs à l'échelle internationale, mais il n'y en a quand même pas tant. Il y en a 3 ou 4 qui font référence sur le sujet. Donc nous, on a pris la méthodologie du bilan carbone, avec un petit R dans un rond, qui est la méthodologie française, mais qui s'est assez largement déployée à l'échelle européenne. Il y a le GHG protocole, qui est une autre méthodologie, mais qui se ressemble quand même pas mal. Donc on a des standards qui sont assez bien décrits. Donc le carbone, c'est le sujet environnemental sur lequel on a été le plus vite et le plus loin, parce que ça se quantifie assez bien. C'est-à-dire que chaque grandeur physique ou monétaire est convertissable en tonnes de CO2 équivalent. Il y a ce qu'on appelle les facteurs d'émission qui ont été calculés et qui permettent de convertir une tasse à café, un tracteur, un déplacement en avion et 1 litre de gasoil en équivalent CO2. Et donc on arrive à avoir une grandeur qui réunit l'ensemble des émissions liées à nos activités. Donc c'est assez facile à appréhender, assez facile à quantifier et assez facile à travailler comme indicateur. D'accord. Et ça, c'est c'est un organisme externe qui te propose... Alors là, pour faire notre premier bilan carbone, on s'est fait accompagner par une entreprise qui s'appelle Greenflex, qui du coup a mis des consultants dans nos locaux pour qu'on aille un peu creuser tout ça, qu'on comprenne où sont nos flux, ce qui est négligeable, ce qui ne l'est pas, où est-ce qu'il faut qu'on aille creuser un peu plus en profondeur. Le premier bilan carbone, on a essayé de le faire assez exhaustif, justement, pour tout quantifier. Et sur l'actualisation, il y a des choses où on s'est aperçu qu'on avait passé des heures et des heures à récupérer les quantités précises de réactifs de nos labos d'analyse interne. Bon, en fait, ça pèse 0,000000001 pour... Voilà, on le néglige pour la prochaine fois. Et en revanche, il y a des sujets sur lesquels on s'est aperçu qu'on n'avait que des trucs très génériques et qui, en fait, représentent une partie significative de nos émissions. Donc là, on a été creusé un peu plus en détail pour trouver des choses un peu plus précises et un peu plus fines. D'accord. Donc on a été accompagné pour la première année. L'actualisation, du coup, on a un outil digital et on a fait toutes les collectes d'infos en interne. Donc j'ai un collègue qui s'est penché là-dessus. Et là, on est en train de mettre en place un réseau de référents, puisque l'idée, c'est qu'on décline ce bilan carbone holding sur chacune de nos sociétés pour que chacun puisse avoir son bilan, sa trajectoire, sa feuille de route et piloter son activité également à l'aune de ses émissions carbone. D'accord, vraiment les impliquer dans le process. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'avoir, de la même façon qu'on a un budget, un PNL pour chacune de nos sociétés, qu'on ait un PNL ESG. Donc chaque société contribue à la performance du groupe d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue ESG. Donc chacun, en fonction de son modèle d'affaires, de ses types de produits, ne va pas avoir les mêmes efforts à faire aux mêmes endroits. Chacun va avoir ses objectifs et va quantifier va contribuer à l'atteinte de l'objectif commun. D'accord. Donc il va falloir aussi les motiver, avoir un référent à chaque fois et puis de motiver. Un ou plusieurs, parce qu'on aura des sujets qui vont porter sur le chai, on a des sujets qui vont porter sur la vigne, on a des sujets qui vont porter sur le marketing, l'éco-conception, la logistique. Voilà. Donc à chaque fois, on aura des responsables de chacun des chantiers et ce sera piloté à l'échelle de chacun de nos cotiers, de chacune de nos sociétés. Très bien. Avec l'idée à terme qu'on réussisse à mettre en place des primes ESG sur l'atteinte des objectifs ESG, etc. Alors là, on a parlé parties prenantes, on a parlé bilan carbone, on est d'accord qu'on parle du groupe Advini sur la France, les sociétés en France. Non. Ça prend aussi en compte Stellenbosch en Afrique du Sud. Tous les indicateurs, le bilan carbone, tout ça, tout est piloté sur l'ensemble des sociétés du groupe. Parce que j'ai vu que le Stellenbosch Vineyard a reçu le statut de Carbone Hero en 2023. Ouais. C'est quoi précisément? Tu peux nous expliquer? Carbone Hero, c'est un label, une démarche qui est portée par l'interprofession des vins d'Afrique du Sud. C'est pas exactement interprofession, c'est pas structuré exactement comme chez nous, mais c'est à peu près ça l'idée. Et ils ont engagé une démarche carbone dans laquelle ils cherchent à entraîner l'ensemble des acteurs de la filière vin sud-africain. Et donc, c'était une démarche dans laquelle on s'engage donc à faire notre bilan carbone et à en mettre en place notre stratégie de décarbonation. Et à partir du moment où on est rentré dans cette dynamique et où on a fait cet effort de faire son bilan et sa stratégie, on est catégorisé comme Carbone Hero. D'accord, félicitations. Bah oui, on n'était pas peu fiers. Non, il y a pas mal de projets assez chouettes. Et c'est intéressant ce qui se passe avec l'Afrique du Sud, le fait d'avoir un pied en France et un pied en Afrique du Sud, ça permet de croiser beaucoup les regards et les cultures viticoles un petit peu différentes. Et on va régulièrement avec ma collègue donc Nareta, qui est directrice générale d'Advini South Africa, on va assez régulièrement discuter dans les marchés de nos engagements ESG. Et souvent, quand on est en binôme toutes les deux, moi je parle plus des enjeux environnementaux, avec ma casquette de française, et elle parle plus des enjeux sociaux avec sa casquette sud-africaine. Et là, pour la première fois, début 2024, on s'est fait prendre de court un peu toutes les deux,
puisqu'en Afrique du Sud, post-apartheid, ça fait quand même 30 ans qu'ils mettent en place des sujets, des chantiers, des certifications autour de l'accès aux droits, autour de la protection sociale, autour de tout ça. Donc ils ont des démarches certifiées extrêmement ambitieuses, des fonds, des fondations qui sont liées à nos propriétés avec tout un tas de projets autour de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites, justement pour pallier la faible présence de l'État sur ces sujets-là. Et à l'inverse, ils ont quand même des infrastructures énergétiques qui sont pas terribles, donc il y a des coupures d'électricité, donc ils fonctionnent avec des groupes électrogènes, etc. Et puis nous, vendange 2023, en France, on a quand même eu 4 décès pendant les vendanges, à l'échelle de la filière française, hein, pas chez nous, mais de gens qui sont morts d'avoir fait les vendanges. Ça, c'est un impact fort. Et ça s'est vu à l'international. En France, en 2023, on peut mourir de travailler dans la filière viticole. Et donc on s'est retrouvés sur les marchés scandinaves, pour ne pas les citer, avec du coup Nareta, ma collègue sud-africaine, challengée sur les sujets de son bilan carbone, et moi challengée sur les sujets de est-ce que là vous pouvez me garantir que sur l'ensemble de vos propriétés, tout le monde a eu accès à de l'eau, à de l'ombre, des conditions de travail. Est-ce que vous pouvez me garantir que ça n'aurait pas pu arriver chez vous? Oui, on respecte le droit du travail, mais qu'est-ce que le prouve? Est-ce que vous avez fait des audits? Et on a toutes les deux été prises de court. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des sujets qui sont en train d'émerger par ce biais-là, et que donc nous, on peut se nourrir l'un l'autre. Donc le fait d'être un groupe international, ça nous apporte aussi beaucoup de partage, de vision un peu globale, d'idées neuves, disons. Mais oui, non, l'ensemble de ces politiques-là sont vraiment pilotées à l'échelle de l'ensemble du périmètre du groupe. D'accord. Très intéressant. Advini, est-ce que c'est une société à mission? Non, pas encore. Peut-être un jour, j'y travaille. On a défini notre raison d'être en 2021, on a monté un gros chantier, parce que justement, Advini, c'est Jean-Jean, c'est La Roche, mais c'est plein d'entreprises familiales qui sont rentrées dans le périmètre. Et ce qui est assez marquant chez nous, c'est qu'on est une structure où les maisons sont indépendantes mais pas autonomes. Donc les dirigeants sont restés en place. Chaque société a gardé sa culture, son mode d'organisation, son ADN, parce que comme je disais, on ne fait pas du vin à Bordeaux comme on en fait en Provence, et que c'est important de le garder en tête. Ça fait notre force, notre originalité de garder cet ancrage-là. Et donc on a eu besoin de se poser, de réfléchir à ce qui faisait notre unité. Et donc de quel était notre cap, quelle était notre vision, quelle était notre raison d'être en tant que groupe un peu fédéral. Et donc on a mené un grand chantier, on a été faire des ateliers dans chacune des sociétés en réunissant différents types de strates hiérarchiques, différents types de métiers, etc. Et alors ce qui était très pertinent et très positif, c'est qu'on avait une vision convergente partout. Ça aurait pu que non. Là, c'est plutôt bien tombé. Et donc, on a réussi à définir une raison d'être dans laquelle tout le monde se retrouve. Donc, agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des vignobles et des hommes. Ça, c'est la raison d'être d'Advini. Oui. On a beaucoup bossé pour ça. C'est à la fois joli, philosophique, beau et en même temps inspirant. Bon, c'est ce qu'on a cherché à faire et ça nous a plutôt tous réunis. En tout cas, tout le monde s'y est plutôt bien retrouvé. On a profité aussi pour faire un travail sur les valeurs de l'entreprise qui nous unissaient, etc. Pour moi, l'étape d'après, c'était qu'on enchaîne sur société à mission. Globalement, on n'était pas encore complètement mature. C'est du système, le comité de mission qui doit se mettre en place. Pour moi, il fait aussi un peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur le comité partie prenante. Il nécessite, à mon sens, d'être ouvert assez largement aux parties prenantes, d'être un peu structuré. On n'y est pas encore. On n'est pas encore prêt à ça. On est en train de poser les différents jalons pour y aller. On est en train la première étape, ce sera d'aller vers une certification RSE qu'on n'a toujours pas. Donc on regarde un peu l'engagé RSE d'AFNOR, on regarde un peu le Bicorp, qu'est-ce qui peut être le plus porteur, qu'est-ce qui peut nous apporter le plus de Parce qu'en fait, pour être société à mission, il faut d'abord être labellisé? Pas forcément. Non, pas forcément, c'est pas nécessaire. Chers auditeurs, vous aurez dans l'épisode numéro 18 avec Morgane Le Breton, on parle très longuement d'ailleurs de la société à mission, donc de la maison Le Breton. Elle est super en plus, la mission de la maison Le Breton. Je vous invite à écouter ça. Non, mais c'est... à notre taille, à notre échelle, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais pour moi, c'est le sens de l'histoire. Je ne veux pas brusquer les choses. Oui, bien sûr. Donc, je crée les conditions pour que ça paraisse être une évidence. Voilà, parce que quand on entend, ça fait plus de 20 ans, ça roule, un service, des collaborateurs qui sont impliqués, on se dit, bon, après tout, c'est la suite logique. C'est l'étape d'après. Combien ça coûte une RSE dans une entreprise?
entre 0 € et 50 milliards. Non, on croit à tort que c'est toujours des coûts. Une politique RSE, c'est pas toujours ça. Et c'est même, je dirais, plutôt pas ça. On peut dire que c'est un investissement? Alors, il y a plein de façons de le voir. Quand on raisonne économie, quand on raisonne bon sens, et quand on raisonne efficacité, on raisonne RSE. Nous, on a tout un pan autour des économies d'eau, des économies d'énergie, de l'économie circulaire et la valorisation des déchets. Ça, c'est du gain économique direct. Il y a tout un volet dans la structuration et dans l'image de marque. Là, on est clairement sur de l'investissement. Ma politique RSE, elle me permet d'avoir du fond, de l'argumentaire quand je veux vendre ma marque, quand je veux vendre mes produits. Et ça, là, je crée de la valeur avec mon discours. Donc c'est aussi une façon de monétariser ces politiques RSE-là. Il y a une valeur qui n'était pas toujours bien explicite et qu'on commence à quantifier chez nous, c'est tout ce qui est marque employeur. Des engagements, je le disais, ça facilite du recrutement, ça fidélise des collaborateurs. Oui. Ça, c'est un coût, enfin du coup potentiellement une économie assez directe. Et puis il y a toute la dimension, bien sûr, des fois, ça peut nécessiter un certain nombre d'investissements, justement, pour pouvoir conduire un certain nombre de projets. Ces investissements-là, ils sont aussi potentiellement aidés et accompagnés, donc on peut des fois avoir des choses beaucoup plus performantes pour au final assez peu d'investissements initiaux. Donc le coût de la démarche, il peut être le coût des ressources qu'on y met, que ce soit des ressources externes avec des consultants ou que ce soit des ressources internes avec des équipes dédiées. Mais en fait, assez rapidement, ces coûts-là, on les retrouve via toutes ces économies ou via toutes ces créations de valeur que je viens de lister. Puis il ne faut pas oublier que dans la filière vin, on va de plus en plus vers des conditions d'accès au marché. Oui. Ce qui veut dire que si je ne le fais pas, je perds des parts de marché. La RSE, c'est un peu ce qu'était la qualité il y a 15 ou 20 ans. C'est que c'est des investissements qui vont devenir nécessaires pour pouvoir pérenniser l'activité. Autant les anticiper un petit peu pour que ça fasse partie des critères de différenciation. Ça ne va pas être le cas longtemps. C'est un peu l'objet de ce podcast, c'est de communiquer sur l'importance de s'embarquer vraiment dans cette démarche parce qu'un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus. C'est un boomerang qui est parti, qui est lancé. Et un jour, il va revenir. Et aujourd'hui, les TPE, les PME doivent vraiment s'impliquer et embarquer une petite démarche. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer doucement, ne pas en avoir peur. Alors, c'est vrai que la situation actuelle est un petit peu complexe au niveau viticole et on peut comprendre qu'on a envie d'investir plutôt dans la vente de ces produits plutôt que de réfléchir à une raison d'être ou à mettre en place une démarche. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut y penser très très vite parce qu'il y a des échéances, je crois, les dates. Il y a des échéances sur les mises en place de réglementations, mais pareil, les réglementations ne vont pas s'appliquer de la même façon pour les entreprises comme Advini ou pour une toute petite PME. Ce sera phasé dans le temps. Mais la toute petite PME, pardon, je te coupe encore une fois, mais c'est une partie prenante d'un grand groupe, donc elle va être concernée. Alors ça, c'est une autre entrée, c'est que nous, du coup, on commence à avoir, même nous, en tant que groupe, on a des exigences de nos clients, qui sont souvent des groupes encore plus gros, qui ont pris des engagements, eux, et du coup, qui vont secouer leur chaîne de valeur. J'en parlais sur les engagements dans les trajectoires de décarbonation. Une grande surface, le gros de ses émissions, ça vient de ses fournisseurs de produits. Et donc, ils viennent taper à la porte de leurs gros fournisseurs de produits en leur disant « Bon, et vous faites quoi? Parce que 90% de mes émissions, c'est chez vous. » Je dis, là, on fait rien. Alors, je vais aller voir à côté vers ceux qui font, parce que moi, la tenue de mon propre engagement en tant que commerçant dépend de ce que vous faites. Donc, tout ça, c'est des interactions qui sont en train de se mettre en place et on va de plus en plus avoir besoin les uns les autres que tout le monde bouge, que tout le monde avance dans le même sens. Et encore une fois, dans la filière vin, c'est rarement présenté comme ça, mais j'aime bien secouer un peu les gens en disant ça, on est quand même sur une production qui n'est pas alimentaire, production agricole certes, mais qui n'est pas alimentaire, qui consomme énormément de ressources en eau, qui utilise énormément de produits phytosanitaires, 3% de la surface, 25% de la consommation de phyto en France. On est sur une compétition qui va peut-être arriver un jour sur l'accès à la terre, parce que c'est des productions qui sont valorisées, qui du coup chassent peut-être d'autres productions plus vivrières de l'accès au foncier. On a quand même beaucoup d'enjeux sociétaux qui se concentrent autour de la filière vin. Le jour où les gens vont s'en apercevoir, si on n'a pas bougé, qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas pris les devants, c'est la pérennité même de la filière qui est sur la table.
on est sur une zone, on est sur une culture, sur une monoculture dans l'espace, dans le temps, avec énormément d'impact pour une production qui n'est même pas alimentaire. Vraiment, le jour où les gens vont s'en apercevoir, il va falloir qu'on puisse montrer patte blanche et qu'on puisse montrer qu'on se remet en question et qu'on avance sérieusement. Bon, allez, vous avez bien entendu Carmen. Mais non, mais c'est pas une fatalité. Moi, c'est pour ça que je bosse. C'est parce que j'adore cette filière, parce que j'ai grandi dedans et parce que ça me tient vraiment à cœur et que j'ai envie que mes gamins, que mes petits-enfants et que dans 10 générations, on puisse continuer à partager cette richesse-là, ce patrimoine, cette culture qui est liée à la consommation de vin, parce que c'est magnifique, parce que ça façonne nos paysages, que ça les a façonnés et que il faut qu'on puisse continuer à exister. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on se remette en question. Les résultats et les mesures. On a parlé effectivement, tu avais mis en place des indicateurs, des résultats tangibles. Est-ce que tu as des exemples? Bien sûr. Alors, économie circulaire, par exemple. Prenons le cas des glacines. Je pense que ça va concerner pas mal de producteurs. Alors les glacines, pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est ce qui maintient les étiquettes lorsqu'on veut les poser sur les bouteilles. C'est le support de l'étiquette autocollante, ce fameux-là. Donc ça, c'est un mélange de fibre de papier et de silicone pour que les étiquettes se décollent bien, sauf que c'est un enfer à recycler. Donc il y avait historiquement un fournisseur de papier qui collectait ces glacines-là, puisque sinon c'est même pas recyclable, c'est même pas de la poubelle jaune, c'est pas du flux industriel, ça finit au DIB, donc déchets industriels banaux, donc c'est incinéré. Donc il y avait un fournisseur de papier qui récupérait ces glacines pour les expédier, alors je sais plus si c'était au Danemark ou en Autriche, mais donc assez loin, mais en Europe, et qui avait un procédé pour séparer le silicone de la fibre de papier, qui pouvait réutiliser le papier, donc qui était capable de nous fournir des étiquettes faites à partir de nos glacines. C'était très bien. On faisait quand même voyager du déchet, il y avait quand même un procédé industriel derrière pour le retraiter. Et puis, on a creusé un peu, donc ce fournisseur perdait un peu de l'argent là-dessus, donc c'était une filière qui était un petit peu remise en question. On s'est demandé ce qu'on pouvait en faire, et donc là, on a trouvé une autre entreprise qui s'appelle Soprema, basée en France, et qui récupère ces glacines pour en faire de la ouate de cellulose, de l'isolant thermique pour les bâtiments. Bon, il se trouve qu'en plus, un de leurs gros sites est en face d'un de nos gros sites dans les Côtes-du-Rhône, donc littéralement de l'autre côté de la rue. Donc ça, c'est pas plus local. Voilà. Donc on est sur de la faible distance parcourue. Et donc on s'est aperçu que ce truc-là, qui était pour nous un problème de déchets à incinérer, donc les DIB ça nous coûte cher parce que c'est repris dans le cadre des flux industriels, en fait ça pouvait devenir une ressource hyper intéressante pour de la valorisation qui en plus a un sens parce qu'on parle de performance énergétique, donc en plus ça a une dimension RSE avec des opérateurs locaux. Donc là on est vraiment dans une approche un peu RSE. On a une problématique qui a un coût, on trouve grâce à de l'ouverture de l'écoute et du dialogue avec les parties prenantes du territoire, des solutions innovantes qui permettent en plus de se mettre dans une dynamique d'économie circulaire. Alors est-ce que c'est un peu aussi de la R&D ? Il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovations et il faut vraiment être hyper ouvert à qu'est-ce qu'on peut faire, avec qui. Je pense que la dimension partenariale, elle est souvent clé dans les projets autour de la RSE. Et comment on peut réussir à sortir un petit peu de ce qu'on sait faire, à imaginer des solutions un peu nouvelles qui seront intéressantes. Et là, en l'occurrence, pour cet exemple que tu donnes, est-ce que c'est le fournisseur client, enfin je ne sais pas, parce que je pense que tu le donnes, mais est-ce que c'est lui qui a fait la démarche de venir te voir, ou tu te dis, tiens, je vais chercher une entreprise et je tape sur Google qui peut recycler des glacines. Enfin, après, ça devient parce que tu sors de ton champ classique de ta filière. Ouais. Alors ça a été en deux temps. On avait été sollicité, mais on n'avait pas trop donné suite parce qu'on avait déjà une filière qui reprenait. Quand cette filière a été remise en question, du coup on s'est reposé la question. On a été voir quels étaient les débouchés potentiels, puis on est revenu sur ce contact et puis on s'est dit attends voilà, et puis on en a discuté, puis on l'a mis en place sur un site et ça a bien fonctionné. Et du coup on l'a essaimé sur tous nos sites. Donc là c'était de cette façon-là, mais c'était ça peut se faire vraiment dans tous les sens. Ça se fait aussi beaucoup en discutant avec des confrères. Tiens moi j'ai testé tel truc, ça fonctionne bien. Je te file le contact. Et là les groupes, voilà, les clubs RSE divers et variés sont hyper importants pour ça parce que justement c'est l'idée de se dire tiens moi j'ai une problématique, a priori quelle que soit la taille des structures, des glacines on en a tous. Alors c'est sûr que quand c'est un petit rouleau, ça change un peu moins. Et là si ça peut faire un immeuble, c'est pas mal. Mais voilà, quand c'est quelques tonnes par semaine, j'exagère un petit peu peut-être, mais quand c'est quelques tonnes par mois en tout cas, ça devient une conséquence beaucoup plus importante. D'accord. On va parler des défis et des obstacles. Quels ont été les principaux défis ou quels sont les principaux défis que tu peux rencontrer au sein du groupe dans la démarche RSE ? Alors,
Au sein du groupe, j'en rencontre finalement pas beaucoup, ça c'est plutôt bien. Bon, on est dans une situation économique comme toute la filière qui n'est pas évidente, donc c'est pas le moment où on a le plus d'investissement à mettre sur des trucs ultra innovants dont on n'est pas sûr que ça fonctionne, clairement. Donc là on est plutôt dans une phase où on apprend à faire sans gros investissements massifs. Donc ça c'est un premier enjeu et je pense que tout le monde y est confronté plus ou moins. Mais justement on peut trouver avec des innovations, avec du partenariat, on peut trouver d'autres façons de faire, d'autres façons d'avancer. On peut prioriser les chantiers qui sont plutôt sur de l'économie de court terme aussi. Et ça, pour le coup, c'est plutôt apprécié dans des situations économiques pas faciles. Donc ça, pour le coup, c'est pas vraiment un frein. On a quelques leviers un peu traditionnels. La filière vin, c'est quand même une filière qui est assez conservatrice. Donc la remettre en question, changer nos façons de faire, c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est pas forcément que de l'interne, c'est peut-être aussi dans les institutions en lien avec la filière, c'est dans les cahiers des charges des appellations. Il y a quand même beaucoup de choses qui se réforment pas aisément dans notre filière. Et puis après, c'est surtout que je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et qu'il ne faut pas avoir d'approche trop frontale. Je pense que chacun peut identifier justement les sujets qui les font se mouvoir et essayer de forcer sur des sujets vis-à-vis des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là. Ça ne fonctionnera jamais. Par contre, on peut les avoir avec d'autres biais. Ce que je disais tout à l'heure sur mes collègues de la partie Viti, peut-être qu'il y en a qui seront sensibles à la biodiversité et d'autres plutôt à l'agriculture connectée. Très bien, et avançons là-dessus et essayons pas d'imposer des choses pour qui soient un petit peu à côté des attentes des uns et des autres. Donc trouver le bon angle, le bon sujet, c'est quand même clé. Pas être dogmatique, rester humble, se dire que quand même quand on pilote ce genre de projet un peu en transverse, on vient comme un truc en plus dans les différents métiers des uns et des autres. Donc essayer de bien comprendre ces métiers pour pas être à côté de la plaque dans les propositions qu'on peut porter, c'est quand même important aussi. Donc rester ancré, rester proche du terrain. Est-ce que ça a été un obstacle envers certains services de se dire mais bon, en même temps la RSE, c'est quelque chose d'intermédiaire qui n'est pas vital pour une entreprise, enfin maintenant si on va dire, mais est-ce que ça a été perçu un peu comme ça ou pas vraiment ? Alors moi j'ai eu la chance d'être vraiment bien accueillie et justement d'avoir un positionnement qui n'était pas tu vas être un truc en plus, mais plutôt on va se poser, on va réfléchir à comment tu peux mieux faire ton métier. Donc se mettre directement dans les différents processus métiers et essayer de positionner l'action à ce niveau-là et pas comme un truc qui viendrait en plus à la fin si on a le temps. Oui. Alors moi j'ai plutôt un profil de technicienne, j'ai agro et je suis œnologue, donc je parle avec les techniciens, je sais à peu près de quoi je parle, j'ai le bon jargon, et puis je suis par ailleurs vigneronne le mercredi, le soir et les week-ends, et fille de vigneron, et ça joue un petit peu aussi dans un autre épisode podcast, on reparlera précisément. Mais je pense que ça joue d'essayer de se mettre un peu à la place, d'avoir de l'empathie professionnelle et de comprendre le système de contraintes des uns et des autres. C'est vraiment clé, je pense, pour faire en sorte que ça avance. Moi, ça m'a en tout cas vraiment beaucoup aidé à faire en sorte que ça devienne un réflexe et que ce ne soit pas un truc qui passe après. Oui. Donc en résumé, auprès des collaborateurs et des parties prenantes, c'est le dialogue. Il faut se mettre à la place des autres, il faut essayer de comprendre, il ne faut pas vendre des choses qui n'existent pas, que ce soit à nos clients, que ce soit à nos collègues, parce que justement, des fois, des petits pas qui fédèrent et qui font avancer tout le monde, c'est bien plus impactant et bien plus durable que des grands coups d'éclat à grands coups de com' un peu hors sol. Donc rester sur du pragmatique, sur du terrain, sur du facile, sur du concret, sur des résultats observables, appropriables. Trouver les sujets qui vont faire en sorte que vos collègues, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire j'ai fait un truc de bien aujourd'hui. Et là c'est gagné, parce que là du coup on a l'adhésion du groupe et là ça avance. Aujourd'hui, la RSE Advini, la labellisation, le label, la certification, c'est une étape suivante sur laquelle tu vas travailler ? Oui, on étudie différents types de labels. Alors là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le label engagé RSE de d'AFNOR, qui est vraiment bien construit à partir de la norme ISO 26000, donc qui est la norme standard, le référentiel de la RSE. D'ailleurs, il y a une adaptation pour la filière vin que j'invite tout le monde à lire, qui est très bien faite et très bien écrite. Donc c'est un label qui a l'avantage d'être progressif, d'être vraiment dans une logique plutôt d'accompagnement. Donc il y a plusieurs niveaux et en fonction de notre niveau de maturité, on est positionné sur un des niveaux et on peut progresser en suivant. Donc c'est plutôt une labellisation d'entreprise qui me paraît vraiment
pertinente et adaptée. Puis là, on s'interroge aussi avec le label B Corp, qui est plutôt qui est une labellisation produit quant à elle, donc entreprise et produit, donc on peut mettre sur les étiquettes. Qui est bien par rapport à l'export. Qui est plus visible à l'international. Et qui est beaucoup moins spécifique, qui repose plutôt sur un principe d'auto-évaluation. Donc c'est des questionnaires qu'on doit répondre avec un niveau d'information assez précis demandé, hein, mais il y a ensuite des revues de ces questionnaires-là, donc il n'y a pas forcément de gens qui se déplacent sur nos sites, donc peut-être un petit peu moins robuste, mais un peu plus visible. Donc on est en train de s'interroger un petit peu entre ces différentes démarches. Après il y a des labellisations un peu plus thématiques. On s'intéresse beaucoup au IWCA, International Wineries for Climate Action, donc qui est plutôt thématique carbone-climat, mais très spécifique à la filière. Donc voilà, il y a toujours des jeux à avoir entre la visibilité du label, son niveau d'exigence et de crédibilité, le coût que ça peut représenter, le temps de travail que ça peut représenter. Donc voilà, on regarde un peu tout ce qui se passe. Pour le moment, les décisions ne sont pas encore complètement tranchées. Mais je pense que l'idée d'aller vers une démarche labellisée à terme, ça permet quand même de rendre la démarche crédible. On voit qu'on peut s'appuyer sur un référentiel, donc c'est aussi une façon de déconstruire un peu des accusations potentielles en greenwashing qu'on pourrait avoir. D'accord, super. Merci beaucoup Carmen. Avec plaisir, merci. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, Si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.